tout le monde, je suis ravie de vous avoir ici avec nous ce soir. Donc j'attends qu'elle se connecte et puis on va pouvoir lancer le live. Du coup, donc le sujet de ce soir, c'est comment bien préparer sa prochaine FIV ou insémination au niveau voilà, alimentation, tout ça. Avec du coup donc Fertiline qui va être là avec nous. Attention, coucou les filles. Coucou. Bonsoir. On vous voit bien net, c'est parfait. Moi là, ici ça capte pas top top, mais vous c'est parfait. Pas mal au niveau du réseau. Ah, bonsoir Flamme. Tout le monde. Nickel. Bonsoir à tous. Bon. Bah merci en tout cas de prendre votre soirée du coup pour être dispo pour nous ici. Avec je vais travailler un petit peu tard. Écoute, on a l'habitude déjà, puis après nous on a beaucoup de plaisir à échanger avec toi, échanger avec ta communauté aussi qu'on connaît pas, peut-être pas, voilà, pas forcément, et puis à échanger autour justement de la PMA, autour d'un sujet qui nous passionne et dans lequel on est tous les jours. C'est notre quotidien, notre quotidien, la fertilité, et puis c'est quand même quelque chose qui nous fait vibrer, quoi. On aime beaucoup le sujet. Et on aime beaucoup les bonnes nouvelles. Et puis, bah, voilà, on espère que toutes les personnes qui suivront le live auront prochainement des bonnes nouvelles aussi. C'est ça. Ouais. Bon, alors du coup, donc ce soir, on fait un petit live ensemble. Donc en fait, c'est un live France-Suisse du coup. Franco-suisse. C'est ça. Donc vous représentez, oui, donc Fertiline. Donc je vous laisse peut-être vous présenter qui est qui entre Virginie, Adva, les filles, bah, vous connaissez pas toutes. Vous faire une petite présentation rapide de qui vous êtes et puis du coup après on rentrera dans le vif du sujet. Ça marche. Je vais laisser Adva se présenter en premier. En fait, on est deux cofondatrices de Fertiline. Mais je te laisse le nom. Alors, oui, une des deux cofondatrices de Fertiline. Moi, j'accompagne depuis maintenant presque 7 ans les couples en PMA à l'étranger, surtout. Et puis, j'ai commencé un petit peu à m'intéresser à comment on pouvait améliorer ses chances justement en PMA. Et j'ai eu la chance de rencontrer il y a 2 ans, un peu moins de 2 ans, Virginie, qui travaillait sur le même sujet. Et du coup, on a décidé de s'associer. Et maintenant, donc, j'accompagne les couples toujours en PMA à l'étranger et je leur propose de booster leur fertilité avant pour avoir des meilleures chances de succès avec nos produits. Voilà. Et donc, moi, je suis Virginie. En fait, de formation, je suis diététicienne. Puis après, je suis partie dans la nutrition, dans la micronutrition, dans la biologie. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment les petites interactions entre les aliments, les hormones, les protéines, l'inflammation. Vraiment de comprendre tous les mécanismes de fond. Je trouve qu'on a un corps qui est absolument passionnant et qu'on peut potentialiser plein de choses. Et ce qui m'a toujours intéressée dans ma pratique, c'est plutôt les situations complexes. Et en l'occurrence, les problématiques de fertilité sont des situations hyper complexes. Je me suis retrouvée dans ces problématiques un tout petit peu par hasard dans le cadre des consultations parce que j'ai eu un couple en situation d'infertilité, puis un autre, puis encore un autre. Et puis finalement, vu qu'il y avait des succès, moi, j'en avais de plus en plus. Et puis ensuite, j'ai eu moi-même des enfants. J'ai su ce que c'était d'avoir des enfants et en fait, je me suis retrouvée vraiment moi-même dans une espèce de douleur par rapport à ces couples et de ressenti d'injustice. J'ai eu envie d'aller plus loin et j'ai eu envie d'aller encore plus loin quand des couples d'amis en fait se sont retrouvés en situation d'infertilité, m'ont demandé de les aider et c'est là que j'ai commencé à créer un algorithme qui est finalement devenu Fertiline. Parce qu'en fait, vu que c'était des amis, moi, j'arrivais plus à avoir un cerveau très analytique. J'avais du mal à poser la situation. Quand ils me racontaient leur histoire, j'avais mal pour eux. Je sentais que j'avais du mal à regrouper tous les éléments. Et c'est comme ça que je me suis dit, bon, il faut que je leur pose des questions, il faut que je garde mon objectivité. Donc, j'ai commencé à regrouper des questions, à faire tout un travail de constitution justement d'un algorithme. Et puis, en fait, cet algorithme, déjà, ces 3 couples d'amis sont maintenant parents. Donc, ça, c'est l'histoire qui est chouette et trop cool. Et en fait, merci. On voit les messages apparaître. Ouais, c'est chouette. Et puis, en fait, ça m'a carrément motivée. Puis après, je me suis dit, j'ai vraiment, vraiment envie d'en faire quelque chose. Puis
moi, ça me fait vibrer. Je sais pas, par exemple, l'autre jour, j'ai reçu un message, une vidéo qu'on a mis d'ailleurs en story, où on voyait donc une des utilisatrices de nos programmes qui était à sa première échographie, enfin pas la première, la deuxième, où elle entendait le cœur du bébé battre. Ouais. Et j'entendais ces sanglots dans la vidéo. Et quand j'ai écouté cette vidéo, mais moi j'en pleurais. Et je me dis, mais franchement, on fait un métier formidable. On a une chance inouïe de pouvoir aider tous ces gens-là. Et c'est pour ça que bah, moi, dans ma pratique de consultation, j'aide des personnes pas forcément que en situation d'infertilité. Je peux régler des situations de constipation, d'épuisement, de stress, de n'importe quoi, ou de perte de poids, par exemple. Mais c'est vrai que ben, aider un couple à avoir un enfant, waouh, c'est génial. Donc, Ouais. donc j'ai rencontré Adva qui avait un projet. Je me sentais pas de me lancer dans un projet toute seule et je me sentais pas légitime non plus parce que moi-même je n'ai pas rencontré de situation d'infertilité. Du coup, je me disais c'est un peu osé quand même d'aller vouloir aider des personnes quand on n'a pas été dans la situation. Et après, je me suis dit bon, en même temps, j'aide des personnes qui sont constipées, je suis pas constipée, j'aide des Non, mais c'est vrai. à un moment donné, il faut se lancer. J'avais vraiment envie de faire quelque chose. Et puis Adva, elle m'a donné un peu le courage de le faire. Puis c'est vrai qu'on s'est bien entendus toutes les deux. Et on avait la même envie. Et les médecins aussi avec qui on travaille ont vraiment la même envie que nous. On n'a que des personnes hyper bienveillantes dans l'équipe. Même notre équipe de com qu'on présente jamais, qui sont des multi-pépites. Toutes les filles, enfin toute l'équipe avec qui on travaille. Mais elles sont en or, quoi. Et en fait, voilà, tout ce projet-là, on l'a créé avec le cœur. Et du coup, on a eu la chance d'avoir que des personnes qui sont là avec le cœur. Et c'est trop cool. Donc, on est très contente et très contente d'en parler. Voilà. Et toi, Adva, du coup, donc, d'après ce que j'ai compris, hein, c'est ça, tu es passée par la PMA, du coup, c'est ça? Voilà. C'est vrai que moi, je me dévoile pas beaucoup, mais effectivement, j'ai eu un parcours de PMA il y a plus de 7 ans. C'est ce qui m'a donné envie d'aider les autres personnes parce que j'avais cherché, en fait, en Suisse, la PMA n'est pas remboursée. La fille pour les couples et c'est très très cher. Du coup, alors beaucoup de gens vont à l'étranger notamment, et puis c'est vrai que je m'étais intéressée éventuellement l'Espagne dont on a parlé beaucoup, et puis j'avais regardé aussi par rapport à la République tchèque qui était très peu connue. Et j'ai trouvé là-bas une super clinique avec qui je travaille toujours, dans laquelle j'ai fait moi-même ma FIV. J'avais un problème d'AMH bas, j'avais 32 ans. Et puis voilà, on m'a dit, voilà, il faut passer par la FIV parce que voilà, il faut tout de suite. C'était une activité secondaire. Et c'est vrai que c'était aussi intéressant parce que souvent, on a l'impression que quand on arrive à avoir un enfant, on peut avoir le deuxième. Et c'est pas toujours aussi simple. Après, je suis passée par beaucoup de choses qui m'ont permis aussi de... Alors, après coup, ça a été 2 années très difficiles, mais après coup, ça m'a permis d'aider d'autres personnes parce que je me suis beaucoup informée sur le sujet, j'ai lu beaucoup, il y avait beaucoup de ressources. Et puis, du coup, je me suis dit, il faut aider d'autres personnes. Donc, j'ai commencé à travailler avec cette clinique en République tchèque. Et puis, petit à petit, j'ai d'autres cliniques en Espagne, au Portugal qui m'ont contactée pour travailler. Et maintenant, mon rôle, en fait, c'est d'orienter les couples, vraiment de discuter avec eux qu'est-ce qui est mieux pour eux. Alors, au niveau de la tactique médicale, les supporter aussi des fois. Alors, je fais pas du tout de psychologie, je suis pas psychologue, mais c'est vrai que l'autre jour, j'ai une personne qui avait beaucoup de mal par rapport à l'acceptation du don, l'épigénétique. Donc, nous, on travaille beaucoup avec l'épigénétique au niveau de Fertiline. Justement, on va en parler peut-être après, mais c'est vrai que par rapport au don, c'est quelque chose qui est très intéressant. Et puis, pouvoir vraiment, d'un côté pragmatique, expliquer les choses aux personnes, en fait, simplifier. C'est un peu mon travail, c'est de simplifier ce que disent les médecins. Et voilà, voilà, j'aime beaucoup, j'ai des gens, aussi je reçois beaucoup de témoignages de personnes que j'ai pu aider. Et je me dis que mon épreuve à moi, dans laquelle je suis assez pudique puisque je n'en parle pas beaucoup, m'a permis de passer ça. Puis maintenant, ma fille a 6 ans, donc ça me paraît loin. Donc aussi un message à dire que on a l'impression quand on est dans ce parcours que c'est hyper long. Finalement, 2 ans, c'est très très court quand on regarde certains couples. Mais on a l'impression que c'est long, puis on a l'impression que la terre entière nous en veut. On a l'impression
qu'on n'y arrivera pas. Enfin, on a des mauvaises nouvelles après mauvaises nouvelles. Enfin, voilà, on l'a toutes vécu. Et puis, c'est vrai qu'après coup, quand ces enfants ont déjà, enfin, ma fille a déjà 6 ans et je me dis waouh, quoi. Et ça, cette épreuve a servi à quelque chose. Voilà. Et c'est un petit peu l'objectif d'Art Fertilité, de Fertiline, de pouvoir servir, en fait, d'aider les autres couples comme j'ai pu, moi, m'aider puis aider d'autres personnes avant. Non, mais je me reconnais bien dans ce que vous dites. C'est vrai que, enfin, moi, c'est ce qui m'anime aussi. C'est voilà, de se dire que sa propre épreuve, on va dire, enfin, ce qu'on a vécu peut aider d'autres personnes à mieux le vivre. Ou c'est vrai que moi, j'aurais connu là tout ce qui existait maintenant à mon début il y a 6 ans. J'aurais gagné énormément de temps. Enfin, ça aurait répondu à tellement de questions. Je me serais sentie vachement moins seule. Enfin, c'est vrai que ça s'est beaucoup développé grâce au réseau, je pense aussi. Oui. Et je trouve ça trop chouette, quoi, tout ce qui est entraide entre nous. Enfin, c'est juste génial, quoi. Donc oui, je comprends votre motivation. Alors, c'est vrai que la motivation est là, et puis on a quand même aussi souvent cette frustration d'arriver tard dans le circuit, parce que moi, quand je me suis lancée dans Fertiline, j'avais plutôt l'habitude de voir des couples qui étaient en PMA, qui entraient en PMA souvent, et puis la situation se résolvait assez vite, assez rapidement. On avait justement la grossesse et tout ça, mais en fait, dans Fertiline, je me suis rendu compte, c'était vraiment de l'innocence de ma part, mais que certains couples étaient en PMA depuis 7 ans, 8 ans, 11 ans. Et pour moi, c'était un vrai traumatisme de me dire, mais 7 ans, c'est hallucinant. 7 ans de parcours, quand on connaît la souffrance quotidienne, parce qu'en fait, à chaque fois qu'on a ses règles, on souffre, parce qu'en fait, à chaque fois qu'on voit un enfant dans la rue, c'est pas quelque chose qu'on peut voir, en fait. Hein. Quand on a une maladie autre, on n'y pense pas forcément tous les jours. Mais je pense que quand on a une situation d'infertilité, on va n'importe où, on voit des enfants, on y pense tous les jours. Oui. Proches qui nous annoncent des choses. En plus, il y a la pudeur de ne pas en parler. Il y a le secret aussi par rapport au parcours de PMA, tabou. Et ouais, c'est des situations qui sont lourdes à porter. Et donc, souvent, on a quand même cette frustration de se dire, mais finalement, pourquoi on arrive si tard dans la boucle? Pourquoi nous, on n'arrive qu'au bout de 7 ans? Alors que finalement, peut-être que si on était arrivé au bout de 6 mois, on aurait gagné beaucoup de temps. Après, c'est vrai que au départ, on découvre et enfin, moi en tout cas, c'est ça, hein, ça fait 7 ans. Hein. Tu fais confiance entièrement au médecin. En fait, tu sais pas, tu découvres et tu dis amen au médecin et tu les suis. Et je trouve que justement, ce qui manque, c'est que les médecins soient un peu plus ouverts et à tout ce qui peut exister à côté en accompagnement, en médecine douce. Ça commence un peu à se faire connaître tout ça, mais enfin. Du coup, comme on n'entend rien, on se dit bon, on va rester juste à ce que disent les médecins et puis c'est tout, quoi. Et on n'a pas beaucoup d'infos finalement. Hein. Quand je vois que ma propre gynéco m'a dit, c'était il y a 1 an et demi. Surtout, vous pensez à bien boire après le transfert. Hein. Mais en fait, non, mais, tu te dis c'est ton 10e transfert et tu te dis ok, elle te le dit que maintenant, alors que c'est une chose super importante. Et t'hallucines, quoi. C'est contexte, on se dit vraiment que la médecine de la reproduction, c'est vraiment des médecins qui sont de très bons techniciens, de super bons techniciens. Mais par contre, le mode de vie, c'est pas encore une chose qu'ils ont intégrée et qu'ils vont pas intégrer tout en réalité, parce que déjà, c'est assez peu documenté. Souvent, les médecins attendent les études, vraiment les certifications scientifiques. Enfin, ils veulent des preuves. C'est difficile d'amener un niveau de preuve en nutrition. Même nous, on se base, dans tous les programmes, on se base sur des niveaux de preuve. C'est-à-dire qu'on va chercher des études, on confronte les études avec les médecins avec qui on travaille, on leur dit, bon, on fait quoi par rapport à ces études? Est-ce qu'on va dans ce sens? Est-ce qu'on va pas dans ce sens? Parce que parfois, aussi, on trouve des choses aberrantes. Et en fait, il y a vraiment tout un mode de réflexion derrière tout ça, mais la vraie évidence scientifique en nutrition, il y en a peu, parce que c'est très peu probable, en fait. Il y a trop de paramètres. Il y a trop de paramètres. Exact. Parce que quand il y a des études médicales, finalement, on arrive à juger 2, 3 paramètres à la fois. Et en fait, quand c'est un mode de vie, c'est tellement de paramètres à la fois qu'on ne peut pas vraiment faire d'études. Enfin, c'est même si un jour on voulait faire des études par rapport à nos programmes, c'est juste pas possible. Nous, on prend plus de 1000 paramètres en même temps, mais c'est pas possible. On ne peut pas faire d'études à ce sujet. C'est pas possible.
Donc voilà. Et c'est vrai que pour rebondir sur ce que tu disais, on a l'impression aussi quand on rentre dans un traitement de PMA que c'est un peu une solution. Bah là, on n'arrive pas à avoir un enfant naturellement, ce qui devait être naturel en fait. Et on va faire, on va aller comme pour autre chose. On va aller chez le médecin. Le médecin va nous guérir, va trouver la solution. Et on va pouvoir aller de l'avant et puis on aura notre bébé très rapidement. Et en fait, c'est vrai que toujours, je pense que c'est important de replacer, c'est qu'en fait, la FIV, ça augmente le taux de succès. Pourquoi? Parce que c'est statistique. En fait, on va avoir plus d'ovocytes, plus de spermatozoïdes qui vont se ensemble. On va être sûr d'avoir des ovocytes parce qu'en fait, on n'est jamais sûr Oui, d'ovuler. c'est ça, oui. Forcément sûr d'ovuler. Voilà. Donc, en fait, on augmente les probabilités. Mais en fait, si le fond, il y a un problème, s'il y a une qualité des ovocytes qui va pas bien, si les spermatozoïdes vont pas bien, si le terrain, en fait, quand on veut faire, on prend toujours ce parallèle avec Virginie, quand on veut se développer une fleur, on va lui préparer son terrain. On va labourer la terre, on va faire attention que le terrain soit bien nourri, enfin, etc. Et c'est vrai que le terrain, il est très important pour pouvoir que sa FIV réussisse son traitement de PMA. Et ça, on nous le dit pas. On a l'impression que ça va être la solution. Alors, parfois, ça marche. Mais malheureusement, souvent, on fait une FIV, deux FIV, plusieurs transferts. Enfin, tu le sais, malheureusement, Flavie. Et ça marche pas tout de suite parce qu'en fait, le terrain, il n'a pas été au préalable travaillé, il n'est pas optimal. En fait, finalement, la PMA multiplie la probabilité que ça arrive. Mais si tu as un potentiel de base qui est énorme et que tu fais un x10 sur ce potentiel de base qui est bien amélioré, ta probabilité, elle est incroyable. Par contre, si le potentiel de base il est altéré et que tu multiplies par 10 un potentiel de base qui est altéré, finalement, tu ne vas pas fortement augmenter tes chances. Et ça, c'est souvent ce qui est pas compris. C'est-à-dire que finalement, la médecine, c'est un impulseur. Et il faut impulser un terrain qui a du potentiel ou sur lequel on a remis du potentiel, sur lequel on a remis de la ressource. Et ça, c'est ce qu'on fait nous dans les programmes, c'est remettre de la ressource. C'est vraiment ce qu'on veut faire. Et je me permets peut-être juste de répondre à deux questions. Je ne sais pas si on répond aux questions directement. Si, vas-y, si tu as envie. Je les note discrètement. Il y a l'histoire de l'hydratation après le transfert. Et oui, j'ai vu. Tout le monde a rebondi par rapport à ça. Tout le monde a rebondi par rapport à ça. J'ai vu plusieurs fois. Et en fait, l'histoire de l'hydratation après le transfert, c'est clair que l'endomètre, en fait, dans lequel un embryon va se nider, c'est vraiment un tissu qui est hyper particulier et qui a une circulation sanguine qui est très particulière. On a des vaisseaux sanguins qui s'appellent les vaisseaux spirés, c'est le seul endroit dans le corps où on a ce genre de vaisseaux sanguins. Ils sont tout petits, ils sont tous spiralés. Et en fait, la circulation y est difficile. Donc, le fait de boire énormément, en fait, après un transfert, ça va permettre simplement d'augmenter le volume sanguin, d'amener beaucoup plus de sang dans l'endomètre et de favoriser une meilleure nidation. Donc, évidemment, il faut augmenter l'hydratation, mais pas que après le transfert, il faut l'augmenter en général. Par contre, s'il y a un risque d'hyperstimulation, si on commence à avoir des tensions ovariennes et des signes d'hyperstimulation, là, il faut baisser l'hydratation. C'est pour ça que le conseil d'augmenter l'hydratation, il est juste si le transfert s'est bien passé, s'il n'y a pas eu d'hyperstimulation. Si toutefois il y a des signes d'hyperstimulation et l'embryon est déjà transféré, là on oublie l'idée de se surhydrater parce que ça peut même être dangereux et aggraver en fait l'hyperstimulation et même créer des risques de torsion ovarienne. Donc en fait c'est toujours un peu pareil, c'est-à-dire que finalement il y a des règles qui sont générales, puis il y a vraiment aussi des indications qui sont spécifiques. Alors après il y avait une autre question aussi au niveau des paramètres, une personne qui demandait quels sont les paramètres important parce que je pense qu'on a parlé du fait qu'on analysait 1000 paramètres par exemple dans les questionnaires, alors même pas 1000 questionnaires qui portent par exemple sur les protocoles de PMA, les questionnaires InFIV, InTech, qui sont vraiment sur les protocoles où là on parle de plusieurs phases et de plusieurs recommandations dans le même programme, de différents de programmes pré-transfert, post-transfert, tout ça. On analyse entre 1500 et 2000 paramètres sur ces programmes-là. Et en fait, les paramètres les plus importants, il n'y a pas de généralité, ça dépend des personnes. Les paramètres les plus importants, c'est ceux qui ressortent le plus, en fait. C'est-à-dire que certaines personnes, on va trouver des paramètres immunitaires. Et ça, on sait que c'est pas bon et que c'est les paramètres qui sont finalement les plus influençants parce que l'immunité, c'est elle qui dit oui, j'accepte un embryon
ou non, j'accepte pas un embryon. Hein. Ça, c'est vraiment la balance en fait qui fait qu'un embryon va pouvoir s'implanter ou va pas pouvoir s'implanter. Mais il y a d'autres critères. Nous, on va aller chercher des paramètres qui portent plutôt sur l'hydratation, qui portent plutôt sur la capacité à vasculariser les petits vaisseaux sanguins. C'est pas la même chose que des veines, hein, des petits vaisseaux sanguins. C'est tout petit, ça doit se dilater, le sang doit passer à l'intérieur, ça demande une impulsion assez forte. Et il y a plein d'aliments dans l'alimentation qui permettent de vasculariser mieux. Donc nous, si on identifie chez la personne que ces aliments ne sont pas présents, ben bien évidemment, on va se dire ça, c'est un critère qui n'est pas top, on va les mettre. Et surtout, si on a des signes qui nous montrent qu'on a déjà une mauvaise vascularisation. Donc en fait, les paramètres, il y en a plein. Il y a des paramètres qui sont liés aux hormones de gestion de l'humeur aussi. Il y a des hormones qui, par exemple, la dopamine, qui est une hormone de la motivation, c'est une hormone qui est hyper impliquée dans la fertilité. Et on la néglige tout le temps. Personne ne vous a jamais parlé de dopamine en fertilité, rassurez-moi, à part faire... Non. Ok, c'est normal, donc, mais pourtant c'est pas normal. Mais bon, parce que en fait, la dopamine, elle est en équilibre avec la prolactine, et la prolactine, c'est une hormone qui influence beaucoup l'équilibre hormonal reproductif. Donc, en fait, c'est très difficile de définir quel est le paramètre important. Déjà, pour nous, c'est difficile, et c'est pour ça qu'on a créé un algorithme. Parce que sur une consultation, moi, quand je vois un couple en situation d'infertilité, s'ils n'ont pas fait de programme fertiline, je me dis, par où on commence? Par où on commence? On met peut-être entre 3 et 5 consultations à définir une stratégie productive. Parce qu'en fait, un cerveau humain a quand même des limites. Alors, les cerveaux de femmes, on va un peu plus loin que les cerveaux masculins. Typique. On en a moins. Mais en fait, voilà, c'est donc il y a plein de paramètres. Et il y avait des questions par rapport à l'ovulation, parce que j'ai dit effectivement, faut-il encore avoir une ovulation? Il faut savoir que tous les cycles ne sont pas ovulatoires. Et il faut savoir que même quand on a un cycle de 28 jours hyper millimétré, c'est pas forcément un cycle ovulatoire. Il faut savoir que quand on a de la glaire cervicale en abondance, ça veut pas forcément dire qu'on ovule. Donc, en fait, l'ovulation, c'est quelque chose quand même de compliqué. Et toutes les femmes n'ovulent pas à tous les cycles. Et notamment, quand on a des ovaires polykystiques, c'est un peu utopique de penser qu'on va ovuler à tous les cycles tant qu'on n'a pas réglé la production d'insuline et la production de testostérone. Donc là, il y a aussi de quoi faire. Quelqu'un qui dit qu'elle a un traitement pour baisser la prolactine. Alors, effectivement, souvent, en fait, quand il y a un problème, qu'on détecte un problème, typiquement la prolactine, on va essayer de donner un traitement pour baisser cette prolactine ou un autre facteur. Et en fait, le truc, c'est qu'on ne se demande pas pourquoi cette prolactine, elle est élevée. Et si elle est élevée, alors ça, c'est Virginie qui en sait plus, parce que moi, tous ces rouages, en fait, c'est vraiment un rouage. On vient de Suisse, donc vraiment, c'est comme une c'est vraiment des rouages. Et en fait, il faut se demander, mais pourquoi cette prolactine, elle est élevée? Alors, juste mettre un médicament pour mettre un pansement sur la prolactine, ça peut être efficace dans certains cas, mais pas pour tous, parce qu'en fait, c'est derrière, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et c'est là où ça peut poser un problème. Donc, juste calmer la prolactine, ça peut ne pas suffire, en fait. Et je vois une question intéressante. Pardon. Ouais, je voulais commenter par rapport à ça, justement, parce que moi, c'est ce qui... Enfin, le fait que, voilà, j'ai commencé à suivre les programmes et tout, c'est ce qui m'a le plus sauté aux yeux, c'est le fait que, en effet, même en PMA, on a des traitements. C'est vrai que c'est pour, calmer des choses ou guérir des choses, mais en fait, jamais on cherche à la cause à la base, quoi. C'est-à-dire que, pour celles qui, voilà, ça va leur parler. La matrice lab, je suis en suractivité immunitaire. Ok, d'accord, donc ça va parler à certaines. J'ai fait d'autres lives sur le sujet, mais en gros, ok, je suis en suractivité immunitaire. J'ai des traitements pour calmer. Mais qui m'a parlé un jour faudrait peut-être chercher le pourquoi je suis en suractivité immunitaire. Et justement, c'est ça que je me suis dit, en fait, au lieu de se bourrer de médoc juste pour calmer, et en fait, pourquoi on n'essaye pas de régler le truc de base, en fait? Et t'as tout à fait, parce que si tu pars de... je te laisse finir. Non, mais c'est vrai que, du coup, moi, je me suis posé, c'est mon cas de figure à moi. Là, par exemple, voilà, une autre jeune fille, c'était sur la prolactine, mais ça peut être sur plein de choses. Et c'est vrai que je trouve que ce qui est bien avec vous, c'est que ça permet de mieux comprendre et d'avoir comment dire, pourquoi en fait. D'être plus large, quoi, de tout englober, quoi, et pas juste d'avoir, voilà, t'as un problème, on te donne un médoc et voilà, quoi.
Surtout qu'un médicament peut aussi entraîner d'autres problèmes, en fait. Par exemple, des effets secondaires et aussi, voilà, typiquement, la suractivité immunitaire, les corticoïdes peuvent entraîner parfois aussi des problèmes de... Bon, en fait, souvent, les traitements, ils vont avoir un effet transitoire. Alors, je prends par exemple ton exemple de Matrice Lab avec l'hyperactivité immunitaire. C'est un profil qu'on retrouve de temps en temps. Notre immunité, elle n'est pas débile. A priori, elle nous défend depuis des millénaires. Et a priori, quand on a des problèmes immunitaires, elle sait s'équilibrer. Si on a une immunité en hyperactivité, c'est qu'il y a quelque chose qui l'embête. C'est qu'elle se défend contre quelque chose. Et souvent, quand on a, par exemple, sur un Matrice Lab, une hyperactivité immunitaire, on va donner de la cortisone. La cortisone, elle crée une répression immunitaire. C'est-à-dire qu'elle va réprimer, elle va demander au système immunitaire de se coucher complètement. Alors, de façon transitoire, ça peut fonctionner pour amener une grossesse, justement, parce que, en fait, une grossesse, ça marche quand l'immunité est complètement couchée, pas quand elle est hyperactive, sinon elle va se défendre contre un donc, ça peut marcher de façon transitoire. Mais il faut bien se dire que si l'immunité était en hyperactivité, c'est qu'elle se défendait contre quelque chose et que si on règle pas ce quelque chose, de réprimer l'immunité, ça va faire ressortir ce truc-là, en réalité. Alors, une fois que c'est lancé, bon, on est OK, on a la grossesse qui est lancée, mais c'est pour ça que nous, notre réflexion, c'est plutôt de se dire, bon, s'il y a de l'hyperactivité immunitaire, ça veut dire que l'immunité, soit elle se défend contre quelque chose, on doit plutôt poser pas mal de questions pour essayer d'identifier ce que ça peut être, si c'est plutôt quelque chose ou si c'est simplement l'immunité qui a juste un peu pété un plomb parce qu'il y avait trop de molécules qui rentraient dans le corps et ça peut être en lien avec une dysfonction justement au niveau de l'intestin, ce qu'on appelle des hyperperméabilités intestinales. Ça peut être en lien avec des intolérances alimentaires, avec des terrains allergiques. L'immunité, c'est un sujet complexe, super passionnant. Et en fait, moi, je trouve que juste mettre une grosse dose de cortisone sur une immunité qui est hyperactive, c'est effectivement agir de façon transitoire et ça peut être efficace, mais ça n'amène aucune compréhension du contexte. Et si ce traitement échoue, il faut aller chercher pourquoi, en fait. Pourquoi le contexte est comme ça? Pourquoi cette immunité, elle est en train de se battre et il faut régler le problème autrement. Alors, on le fait aussi, par exemple, dans les spermogrammes. Souvent, moi, je vois des spermogrammes où, par exemple, on a des agglutinats ou des leucocytes. Et du coup, ça, c'est le truc. C'est infection, oui, c'est une réaction pareille. Ouais. Les médecins, ils relèvent jamais ça. Alors, ils disent non, mais c'est super bon, monsieur, votre spermogramme, c'est super. Il y a 4% de spermatozoïdes typiques, c'est génial. Enfin, bon, bref, c'est normal. C'est pas du tout des bons scores, mais c'est des scores qui sont acceptables maintenant en PMA parce que les spermogrammes ont tellement baissé que maintenant, on accepte, en fait, on tolère des spermogrammes qui sont vraiment, vraiment mauvais, finalement. Et quand on a des agglutinats, des leucocytes, finalement, la plupart relèvent pas ça, mais c'est un signe d'infection. C'est un signe d'infection. Si on a un signe d'infection et que finalement on a un sperme qui présente des signes d'infection, comment l'endomètre pourrait rester calme par rapport à cette infection? Tu vois, à un moment donné, et l'immunité endométriale va se défendre. Donc, quand on parle d'infection finalement d'hyperactivité immunitaire endométriale, on peut penser à la femme, mais on peut penser à l'homme aussi. On peut se dire, un sperme qui présenterait des signes d'infection immunitaire, peut-être qu'il augmenterait l'immunité au niveau de l'endomètre. Donc tout ça, ça devient très complexe et c'est pour ça qu'à un moment donné, il faut vraiment croiser des paramètres pour essayer de comprendre quel est le contexte de la personne, quel est son profil et comment on va, cette personne qui est là, la faire passer là et la faire évoluer en équilibre, parce que tout ça, c'est vraiment une question d'équilibre en fait. Ouais. Donc et je vois en fait qu'il y a une question que je trouvais sympa, c'est comment vous pouvez expliquer que chez certaines femmes, ça fonctionne pas? Et que l'on doit tout changer effectivement au niveau du terrain. Et puis, il y a d'autres femmes qui n'ont absolument pas besoin de ça, puis qui mangent des burgers, du coca, qui fument, qui font n'importe quoi, et puis finalement, qui ont des enfants au premier essai. Et il y a une injustice énorme. Et ça, franchement, c'est vraiment terrible. Mais il faut comprendre que la fertilité, elle n'est pas conditionnée par ce qui se passe dans la vie d'un individu au moment de sa vie. Elle est très conditionnée par des facteurs qu'on appelle des facteurs épigénétiques, en fait, qui sont des facteurs transmis sur 2 à 3 générations. Et donc, du coup, je voulais dire qu'on en parle justement dans un webinaire, si jamais vous voulez, sur YouTube. On a une chaîne YouTube, on a beaucoup, beaucoup de contenu. Donc, on vous invite à y aller justement pour voir. Il y a un sujet, on le mettra peut-être en story demain pour... mais effectivement, on parle d'épigénétique. Je te laisse continuer, excuse-moi. Non, mais juste... beaucoup de facteurs qui sont épigénétiques, c'est-à-dire qui sont transmis sur plusieurs générations et qui, du coup, ne sont pas des facteurs dont la personne est responsable. Mais les facteurs épigénétiques sont des facteurs qu'on peut influencer. Seulement, une personne qui part avec un gros bagage
négatif épigénétique, elle va devoir faire 20 fois plus d'efforts qu'une autre qui a un bagage beaucoup plus léger. Et ça, c'est l'injustice. Et ça, je le comprends que le ressenti, il est horrible de se dire, ben, finalement, moi, j'ai un bon mode de vie, j'essaie de faire des efforts et ça fonctionne pas. Et cette personne-là, elle fait pas et chez elle, ça fonctionne. Mais il n'y a pas la même base épigénétique. Et c'est pas parce que vous allez faire un effort que ça va plus fonctionner, en fait. C'est parce que parfois, on a tendance à se dire, bon, ben, finalement, j'en ai rien à tirer, je bois, je fume, je mange n'importe quoi, et puis ça marchera. Et en fait, non, c'est pas comme ça. C'est juste qu'effectivement, on naît avec un bagage. Et ce bagage, d'ailleurs, on fait naître nos enfants avec, hein, d'où l'intérêt de changer. Oui, donc, Bon, c'est cool parce qu'encore une fois, nos enfants naissent avec, mais nos petits-enfants naîtront avec et nos arrière-petits-enfants naîtront avec aussi. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui, effectivement, nous, au niveau de la préconception, c'est pas que travailler sur la fertilité, c'est travailler sur des facteurs de santé transmis, en fait, à plusieurs générations. Et c'est presque un sujet qui nous surmotive aussi de se dire que voilà, quand on met en place des choses aujourd'hui, on les transmet très loin, en fait. Très, très loin. On le dit, et nous, on travaille sur la fertilité, mais aussi sur la santé transgénérationnelle. Puisque vraiment, notre but, c'est non seulement de vous permettre d'avoir des bébés, mais aussi des bébés en bonne santé. Et c'est vraiment, voilà, c'est notre petite contribution qu'on veut laisser au monde, on va dire. Voilà. Pour 3 générations. Pour 3 générations. Une petite. Et on se dit que si déjà on y arrive avec les personnes, en fait, et justement, oui, c'est pas juste parce que vous avez une moins bonne base peut-être que d'autres personnes, mais d'autre côté, peut-être il faut voir ça comme une chance en se disant, vous avez cette opportunité de changer les choses et de donner un meilleur bagage à vos futurs enfants. Et ça, c'est quelque chose que les personnes qui n'ont pas ce problème ne cherchent même pas. Et ils vont peut-être peut-être que leurs enfants à eux auront des problèmes de fertilité ou leurs petits-enfants. Alors qu'en faisant un programme fertile, en revoyant son mode de vie pour maintenant, non seulement ça augmente vos chances de succès maintenant, mais aussi ça permet à vos futurs enfants de pouvoir eux aussi donner des futurs enfants. Donc ça, c'est aussi super. Ouais, de penser.